Bonjour. Donc, deuxième entretien inscrit dans la série des 4 que j'ai proposé pour Drawing Now, dans le contexte aussi de cette exposition qui se trouve au niveau bas et qui est consacrée à ce que j'ai appelé le dessin engagé. Donc, proposition qui nous donne l'occasion d'aller à la rencontre d'un certain nombre d'artistes qui ont effectivement des postures engagées dans leur travail. Alors, nous accueillons Lucie Horta, mais en même temps qu'on accueille Lucie Horta, on accueille Lucie et Jorge Horta, qui est son mari, et qui ne peut pas être là aujourd'hui pour des raisons personnelles, mais en parlant avec Lucie, on parle avec tous les deux, parce que c'est vraiment là aussi la spécificité du travail de Horta, c'est d'être un couple qui est complètement lié dans le travail. Alors, on se connaît depuis longtemps, Lucie, n'est-ce pas? Et c'est vrai que j'avais été, moi, il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus, comme tu le rappelais, particulièrement fasciné. Le travail m'avait interpellé par ce qui s'agissait à l'époque d'un travail qui était de l'ordre, on va dire, un peu de la mode, sans être de la mode, parce que c'était pas du tout de la mode, mais de la fabrication de vêtements qui étaient en fait des vêtements refuges que tu avais conçus dans ta tête comme une forme pouvant en fait surtout attirer, éveiller l'esprit et l'attention de l'autre, du regardeur, pour qu'il prenne conscience de la situation qui malheureusement s'est développée considérablement, celle des SDF. En gros, c'était ça. Comment c'était arrivé cette histoire-là dans ton esprit? Oui, effectivement, je suis à l'origine une styliste de mode. Donc j'ai commencé ma carrière, j'ai étudié en Angleterre, j'ai étudié la mode en Angleterre, et je suis venue à Paris, effectivement, parce que c'était la capitale de la mode. Et j'ai tout de suite trouvé du travail avec un très bon portfolio de dessin, je me rappelle. De vêtements, j'étais spécialisée dans la maille, c'était assez particulier, donc ça m'a permis de trouver assez facilement du travail auprès des créateurs. Ça, c'était en 91-92. Et à cette époque-là, vous serez peut-être beaucoup d'entre vous très jeunes pour se rappeler, mais c'était le moment de la première guerre du Golfe. C'est éclaté en 91-92. Et en travaillant dans la mode et en étant très sensible à cette situation, c'était la première fois, vous êtes habitués aujourd'hui, les jeunes d'entre vous, à voir les images en direct d'un bombardement des villes. Et notamment, ce qui m'a interpellée, c'était les exodes des réfugiés kurdes. On le voyait à la télévision, c'était en direct. Et c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu before. On n'avait jamais accès à ces images. Et je me suis dit, j'étais déjà frustrée avec la mode, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec mes talents, avec mes capacités. C'était à cette époque-là que j'ai commencé à dessiner. Et j'ai commencé le premier vêtement refuge, les habitantes et les sacs de couchage, les bivouacs. Donc, c'était une réponse, notamment à les appels d'urgence des organismes humanitaires et qui demandaient entre autres les médicaments et la nourriture, mais aussi des bâches plastiques et des couvertures. Donc je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je sais créer. Donc c'était à cette époque-là que j'ai créé entre le vêtement, donc la couverture et le bâche plastique, cet élément de protecteur, le vêtement, le refuge, quelque chose qui pourrait se porter sur soi, une architecture mobile qui permettait aussi un déplacement rapide dans les circonstances difficiles. Et aussi à cette époque, à cause de cette première guerre, il y avait notamment l'effondrement de la bourse et on s'est retrouvé avec du chômage, des situations économiques catastrophiques et de plus en plus de SDF, de sans-abri, dans les rues.
Et à cette époque-là aussi, 92-93, j'avais l'opportunité d'exposer ces vêtements refuges et les montrer au public, mais par la suite aussi avoir l'opportunité de travailler avec les cités de refuge et l'armée de salut. Je pense que c'était cette époque-là que j'ai rencontré Philippe. Et ensuite, travailler avec les résidents qui avaient subi effectivement les terribles injustices et a pu se trouver à la rue et ensuite se retrouver en refuge à l'armée de salut. Donc c'était un parcours, je dirais, j'étais complètement frustrée avec la mode et j'avais besoin de faire quelque chose. Je sentais la nécessité de faire quelque chose. Et en même temps, j'ai rencontré Jorge, qui était un artiste aussi extrêmement engagé, un artiste de l'origine argentine, qui a vécu pendant la dictature entre 72 et 82 en Argentine, dans les périodes les plus difficiles qu'on pourrait imaginer créer de l'art. Et on avait besoin d'exprimer ça. Donc je pense qu'on allait à contre-courant de tout le monde. Oui, c'était effectivement ça, dans un sens très très différent. Mais c'est vrai que c'était assez fort, enfin, ce travail était très fort. Et alors, je voudrais juste le recaler par rapport aussi au dessin, puisque nous sommes ici dans une foire de dessin. Lucie étant représentée par la galerie Valérie Bach au stand A7, je crois bien, à l'étage rez-de-chaussée, donc là où sont les galeries de référence. Ce qui aussi est intéressant par rapport à la question du dessin, c'est comme tu l'as dit, tu viens du stylisme. Et non seulement vous fabriquez tous ces vêtements refuges, ces architectures, mais il y a tout un travail de dessin qui passe presque par un dessin de design, enfin un dessin très précis. Le dessin, c'est comme... Alors, on n'en a pas là à l'écran. À l'écran, on passe des choses qui sont un tout petit peu plus récentes, puisque là, on était en train de parler des années 90. On va reparler ensuite de ce qui se passe à l'écran. Ce dessin-là, toi, tu l'avais appris où, le dessin du stylisme? Qu'est-ce que tu avais fait une école de stylisme, mais en France ou en Angleterre? Dans le nord de l'Angleterre, j'avais fait une école et effectivement, on apprend à dessiner les premières idées, les premières esquisses. Je dirais que des maquettes de vêtements, voilà. Si vous voulez. C'est des maquettes de vêtements, si vous voulez, les premières idées de vêtements. Et ça passe ensuite par les dessins techniques. Pas tous les stylistes font des dessins techniques. Mais j'aimais beaucoup ça, c'est mon côté pragmatique, et peut-être mon père est ingénieur aussi. J'aimais beaucoup analyser ces maquettes et se demander comment ça peut se fabriquer et pouvoir transmettre ces informations aux usines. Et donc il fallait, c'est comme un architecte, on imagine l'espace, on imagine les bâtiments, comme les dessins aussi, on imagine les dessins, mais on doit savoir aussi comment les fabriquer. Et je ne travaille pas avec les équipes, je faisais de A à Z. Et cette méthode, je dirais, j'ai appliqué aussi à ces premiers dessins de vêtements refuge. C'était une méthode que j'avais appris à l'école, c'est une méthode que j'ai utilisée quotidiennement dans mon travail de styliste, mais sauf que je ne fabriquais plus des vêtements pour être portés. C'était des idées. Je concevais un concept, une idée. Mais puisque j'avais ces connaissances et je savais comment fabriquer, je pouvais fabriquer un objet qui était portable, transformable. Donc on était dans la poésie, mais en même temps on était dans quelque chose de fonctionnel. Et c'est ces recherches qu'on continue à faire aujourd'hui. C'est que l'objet, on imagine que ça peut être fonctionnel parce qu'il paraît très fonctionnel, mais ce n'est pas, c'est une sorte de prototype qui pourrait ensuite déclencher des idées auprès des autres. Donc on conçoit un peu notre objet artistique, notre parcours artistique, un peu comme ça, des déclencheurs d'idées, déclencheurs oui, parce que les objets effectivement que tu fabriquais, que vous avez fabriqués ensemble, ne sont pas des objets qu'on peut industrialiser comme cela, mais qui étaient plutôt mis en jeu dans des performances de toutes sortes, parce que vous en avez fait un certain nombre qui est, comme je disais tout à l'heure, performances que vous faisiez au sein, je dirais, de la société pour éveiller l'esprit des autres. Je crois que c'est vraiment une espèce de stimuli, en quelque sorte. Absolument, oui, on les appelle encore aujourd'hui parce qu'on continue à faire des interventions. Donc c'est intervenir dans l'espace public, mais intervenir aussi, provoquer, interpeller les gens sur certaines situations. Pour revenir un peu sur les dessins publics, on continue à faire aujourd'hui, on ne le montre pas ici,
Mais les dessins, bon, ça passe par une étape de croquis très rapide, les idées qu'on développe, comme je faisais à l'époque. Et ensuite, on fait un dessin technique. On est aussi dans la technique, on imaginer quelque chose qui pourrait se fabriquer. Mais ensuite, on développe dans les types de dessins que vous voyez ici. Mais tous ces dessins-là, on imagine aussi tout à fait possible pour la fabrication. Donc pour nous, ce sont aussi les deuxièmes étapes d'esquisse. Ce sont les envies qu'on veut faire, les objets, les sculptures qu'on souhaiterait faire. Et ces dessins techniques, bon, ça nous amène à réaliser ces objets. Et ensuite, il y a la possibilité de faire des interventions, des performances dans l'espace public, ou les transformer en objets statiques, sculptures pour les expositions. Mais à l'époque, 93, oui, pour une quinzaine d'années, le vêtement refuge, notamment, il a beaucoup intervenu dans l'espace pour interpeller le public. On était dans des situations d'urgence. C'était une situation qui touchait le monde. On ne savait pas comment... pour les médias, en fait, n'étaient pas... Comment dire, n'en parlaient pas. Donc, il fallait en parler publiquement. Donc, c'était aussi, créer un événement pour que les médias en parlent. Oui, pas seulement, mais effectivement. Entre autres. Et on a vu que ça déclenchait beaucoup de discussions et des débats. Et ça continue aujourd'hui dans notre travail. On essaie d'être en amont de... Bon, c'est plus difficile aujourd'hui parce que le média va beaucoup plus vite que c'était à l'époque. Mais on essaie d'être en amont des sujets de société, comme vous avez vu les images de l'eau, ou de la biodiversité, ou des migrations, etc. Donc, ça continue dans notre travail. Et alors, c'est vrai que ce rapport à l'objet dans votre travail, il est important. Et je pense tout d'un coup à une série, moi, qui m'avait beaucoup aussi frappé. C'était porté sur un service de table. Et on retrouve le dessin, parce qu'il y avait toutes sortes d'écritures. Tu peux parler de ces assiettes que vous aviez fait? C'était à la fin des années 90 ou... Ah ben les assiettes continuent encore aujourd'hui. Les assiettes continuent. Alors, parlez-nous de cette production où le dessin intervient. Ça, oui, clair. En fait, les assiettes, ce n'est pas le projet l'assiette. L'assiette, bon, c'est une sorte de résumé du projet. L'origine, si vous voulez, de l'assiette, bon, c'est du repas, c'est à manger ensemble, etc. Mais l'origine de ce projet, c'était... les problèmes d'importation des produits agricoles des pays du Sud et cette basse prix qui avait un effet terrible, dévastateur sur les productions locales de nourriture en France. Et c'était en 96, j'allais dire 95, 96, par là, il y avait une très grande manifestation où les agriculteurs ont rejeté leurs produits, toutes leurs récoltes sur les autoroutes. C'était dévastateur, c'était terrible et on sentait inutile face à ça, mais on a démarré un projet sur la récolte des produits du marché qui étaient jetés à la fin des marchés. 96, ce projet s'appelait Dans le même panier, tu vas peut-être s'appeler celui-là. Donc on est allé chercher les produits qui étaient jetés par terre. On était des glaneurs, en quelque sorte, et on a transformé ces fruits et légumes en petites confitures. Et on a aussi fabriqué des objets pour contenir ces confitures et ces conserves et ces pickles, on dit ça? Légumes. Oui, légumes. On comprend et puisque notre travail, c'est un travail à long terme, on conçoit des projets en acte. Acte 1, c'était à Paris. Acte 2, il était à Secession à Vienne en 98, il me semble. On a continué sur cette idée de recyclage de produits frais. Mais il fallait les faire rapidement. Bon, je n'ai pas les images ici, mais je vous invite à aller regarder sur notre site web. Il y a tous les processus de ce travail. Et c'était autour de cette recyclage et transformation de nourriture qu'on a ensuite présenté au public lors des vernissages, les transformations de ces fruits et légumes. On a travaillé avec les chefs, qui a créé des produits dégustatifs incroyables, magnifiques, très bons, qu'on a vu que c'était un moyen de réunir des publics autour des débats, des discussions. À cette époque, les discussions des aliments, des gaspillages, ces problèmes agricoles, etc. Aujourd'hui, c'est la biodiversité, donc plein d'autres choses. Mais c'était cette idée de réunir ensemble autour de la table, autour de la nourriture, qu'on a déclenché le projet 70x7,
qui devient le 70 x 7 le repas. 70 x 7 signifie l'infini, cette personne qui invite 7, qui invite 7. Et cette personne peut déclencher le rencontre à l'autre. Et autour de la table, quand on a invité ces personnes, on crée un dispositif, on crée une installation où les gens peuvent se rencontrer, manger ensemble avec des assiettes. Et sur les assiettes, on a dessiné des problématiques pour provoquer des discussions. Donc les assiettes sont des déclencheurs aussi de conversations. Comme toujours, finalement, comme tous les objets que vous faites, un peu, sont donc des déclencheurs. Ce qui est important, c'est ce moment de réunir le public, manger ensemble, discuter ensemble autour de problématiques. Et l'assiette, en fait, c'est un résidu de ça, mais on espère que les gens peuvent prendre l'assiette avec eux, partir avec et continuer dans cette idée de 70 x 7, l'infini. Donc aujourd'hui, on est sur le 38e, 39e repas. Et je peux vous dire qu'on a réuni des dizaines de milliers de personnes autour de la table. Donc et le dernier repas, c'était 900 personnes assises, avec encore des gens qui ne pouvaient pas venir s'asseoir au repas, dîner ensemble, partir avec une assiette. On a envoyé aussi des food box, des paniers aux communautés, parce que c'était en Philadelphie aux États-Unis. C'est vrai qu'à t'écouter parler de ces projets divers et variés, on peut s'interroger sur l'efficacité de ce type de posture et de gestes artistiques. Est-ce que ça reste pas complètement dans l'utopie? Absolument pas. Je te cherche. Alors, en quoi toi tu sens que ça ne reste pas dans l'utopie? Comment tu peux le vérifier, si j'ose dire? Ah si, bon, il y a différents moyens de vérifier. Le repas, c'est une évidence parce qu'on sait que autour de la table, il y a des discussions, les gens partent avec quelque chose, il y a des conséquences de ces repas. On ne les mesure pas forcément, mais ça se passe. L'assiette est le déclencheur de ça. Dans les projets de l'eau, ce sont des projets à long terme, comme je vous ai dit. On se dit, voilà, on n'arriverait pas au bout avec 2-3 expositions. C'est pas désespérant de savoir qu'on n'arrive pas au bout? C'est pas désespérant? Non, parce qu'il faut, c'est une procédure de recherche, et chaque fois, comme je vous ai dit, c'était des actes, on ajoute un deuxième acte, un deuxième acte, un deuxième acte, et on peut petit à petit, pas évaluer, mais se rendre compte de l'impact que chaque projet a sur diverses communautés. Alors le projet de l'eau, Horta Water de 2005, hein, c'est ça? 2005, oui. 2005, c'était une année charnière pour moi et Jorge parce qu'on a commencé à co-signer. Avant, on signait séparément, Lucie et Horta. Et qu'est-ce qui vous a conduit à co-signer? Oui, c'était... c'est devenu une évidence parce qu'on travaillait tellement étroitement ensemble. Et Venise, c'était la Biennale de Venise 2005. C'était un événement important et c'est un événement très public. On dit, bah, ça y est, là, c'est une bonne occasion de enfin pouvoir marquer le binôme. Et d'ailleurs, c'est une forme graphique qui est Lucie plus Roré. Ah bah oui. Une addition. Oui, c'est important oui, ici. Tout à fait. Et alors ce projet, effectivement, je m'en souviens, sur la place de Saint-Marc, j'avais vu votre intervention. Il y a des images qui passent sur le projet de Horta Water. Oui. Parle-nous donc, c'est évidemment par rapport à la problématique cruciale de la soif de la planète. Oui, l'idée de ça a démarré, Water a démarré avec les recherches, avec les universités. Et les ingénieurs, les étudiants d'art, les étudiants de design. Et on a notamment amené des projets en réflexion par rapport au manque de l'eau dans le monde et les communautés ont besoin. Donc, en premier pas, c'était quel ça. Sujet, hein? Oui. Et c'était un sujet qu'on avait voulu démarrer en 1995, mais on n'a pas pu le matérialiser, disons, jusqu'à 2005. Ouais. Donc, pour nous, on a dû attendre toutes ces années pour pouvoir le rendre public. Et aujourd'hui, on continue à travailler sur le sujet de l'eau. Donc, 2005, on est en 15 ans, mais c'est encore... 10 ans déjà. 10 ans. Alors, quelle forme il a pris, ce projet? Donc, d'abord, les workshops avec interdisciplinaires, donc que ce soit les élèves du son, de
d'écriture, de graphisme, des ingénieurs, etc. Et ensuite, on a passé au dessin des esquisses. Certains ont trouvé certains ici. Ensuite, on a fabriqué un certain nombre d'objets pour pouvoir mettre en scène quelques-uns de ces idées. L'idée de distribution, c'est important. Vous voyez à travers ces petits véhicules mobiles, distribution d'eau. Mais aussi, ce qu'on a fait, c'était la purification d'eau. C'était un moyen de rendre visible le processus de purification et de montrer que c'était en fait très simple et très peu coûteux à purifier l'eau. On a purifié le Grand Canal. Donc on a transformé la salle d'exposition sur la place Saint-Marc, la galerie Bella Massa. Derrière, c'est le canal Grande. On a transformé la galerie en une grande usine de potabilisation d'eau. Et on a pompé l'eau du canal, très sale, le plus sale en Europe. On a pompé à travers les sculptures. Et chaque sculpture, il y avait un robinet. Donc on pouvait ouvrir le robinet et l'eau elle était purifiée. On pouvait boire de l'eau propre. Et ça, c'est presque une démarche d'industriel ou de scientifique. On peut s'interroger en quoi c'est une démarche artistique. C'est une collaboration parce qu'on a travaillé avec des ingénieurs. Les objets, c'était des objets métaphoriques, ils ne fonctionnaient pas en quelque sorte. L'eau était propre à la sortie, mais aucun de ces objets tu pourrais effectivement mettre dans une communauté et écouter. Mais c'était l'idée qu'on avait, c'était tous les processus en amont et les réflexions en amont et les communautés avec lesquelles on a travaillé qui pouvaient avoir retomber sur ces problématiques. Rien ne fonctionnait pour du vrai, mais ça fonctionnait quand même. C'était tout entre les deux, et c'est entre ces espaces-là qu'on se situe aussi, parce qu'on se pose des questions. Bon, c'est fonctionnel, mais ce n'est pas fonctionnel. Donc ça aide à déclencher. Tous ces étudiants sont partis avec les idées très concrètes par la suite. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Mais alors, effectivement, tu insistes beaucoup sur le rapport avec d'autres mondes, je dirais, que le monde de l'art lui-même. Tu parles des étudiants, tu parles des ingénieurs, tu parles des scientifiques. C'est pour vous très important, cette ouverture et cette façon de posture de l'artiste dans la société. Oui, pour revenir à cette idée, l'artiste ne peut pas faire les choses toute seule. On n'est pas ingénieur parce qu'on n'a pas mis en fonctionnement la machine de potabilisation, mais on a mis en fonctionnement une problématique, si vous voulez, de façon très poétique et déclencheur de possibilités. Et c'est important de nous, si on veut arriver au bout de notre annoncé, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des scientifiques, on a besoin des penseurs à travailler ensemble sur ces sujets. Et chacun l'amène vers la spécificité. Donc c'est impossible à faire tout seul. Et si on veut faire des changements, des transformations, on a besoin d'être tous ensemble et tous sur les mêmes problématiques. Donc c'était une idée de collaboration aussi. Alors, on voit passer à l'écran notamment des images, comme par exemple la série qui s'appelle Amazonia. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit avec cette série Amazonia? Oui, 2009. Grâce à tous ces projets, notamment le projet de Water, de l'eau, le commissaire d'art contemporain de le Musée d'histoire naturelle de Londres nous a invités à réfléchir sur un projet. Au départ, il nous a demandé à réfléchir sur la problématique de l'eau. Mais petit à petit, elle s'est rendue compte que c'était l'année internationale de la biodiversité en 2009 et il fallait absolument parler de la disparition des espèces. Et elle nous a demandé, est-ce que ça vous dit de travailler sur ce sujet, de plus travailler sur le sujet de l'eau. Donc là, c'est pas un sujet, d'accord. C'est pas un sujet vers lequel vous... Non, c'était une proposition de commissaire. En collaborant, on travaille souvent avec les commissaires pour démarrer de nouveaux projets aussi. Donc cette occasion-là, c'était la proposition de commissaire Birgit Arons. Il faut savoir que le Musée d'histoire naturelle de Londres a un département d'art contemporain. C'est très unique, très rare. Birgit Arons, elle s'appelait le commissaire. Ça fait depuis 15 ans qu'elle a amené de l'art contemporain au sein du musée, que les artistes puissent travailler avec des chercheurs du musée
explorer de la recherche, collaborer ensemble et notamment à travers l'art contemporain, présenter la science de notre façon. On sait aujourd'hui que les scientifiques nous disent qu'on a du mal à faire passer nos messages. Et peut-être en collaborant avec vous, les artistes, on arrive à toucher les gens autrement. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on adore travailler avec les scientifiques. Parce que nous, on apprend beaucoup d'eux et vice-versa, c'est un échange important. Et le musée d'histoire naturelle, on nous a donné ce défi et on a dit, bon, on ne peut pas aborder cette thématique si on n'a pas eu l'expérience de la biodiversité. Donc on s'est dit, bon, peut-être il faut aller dans l'endroit le plus biodivers dans le monde, c'est l'Amazonie. L'Amazonie. Et grâce à le musée, on a pu embarquer sur une expédition. C'est notre deuxième expédition parce qu'on a déjà fait en Antarctique. Mais aussi grâce à une organisation qui s'appelle Cape Farewell. C'est une organisation de but non lucratif fondée par un artiste, David Buckland, qui est convaincu que c'est à travers l'échange art et science qu'on peut changer le monde. Oui. Et David, ça fait aussi une quinzaine d'années qu'il a cette organisation Cape Farewell. Je vous invite à regarder ce qui se fait. Donc son idée, c'est que les artistes et les scientifiques doivent travailler de plus en plus ensemble, étroitement ensemble. Car on n'a pas forcément besoin d'avoir un outcome, une œuvre à la fin de cet échange, mais c'est tellement important, c'est très important cet échange, ça se passe. L'échange est l'œuvre. L'échange est l'œuvre. Mais donc, la première fois que Cape Farewell, d'habitude, organise les expéditions en Arctique, donc le Nord, où les écrivains, les musiciens, les humoristes, les artistes contemporains, les sculpteurs, etc., vont travailler avec les scientifiques qui font les recherches sur le changement climatique, notamment, à découvrir ces recherches et ensuite peut-être faire une œuvre par la suite. Pour la première fois, Cape Farewell a été contacté par les scientifiques de l'Institute of Climate Change à l'Université d'Oxford, donc l'Institut de recherche climatique à Oxford University. Les scientifiques ont dit, écoutez, David, on ne sait pas comment passer notre message sur le changement climatique. On a besoin de vous, votre organisme. Donc cette université, les scientifiques, inviter les artistes à partir avec eux en Amazonie, à aussi avoir l'expérience de la biodiversité sur place. Donc on a pu partir avec ces scientifiques et passer un mois avec eux dans le jungle. Et sur le plan pratique et disons aussi comment le dessin à ce moment-là trouve sa place dans cette aventure. Donc ça c'était la première partie de recherche. On a parti avec nos équipements de photographie, vidéo, sonore pour enregistrer le son, les dessins. Mais malheureusement on n'a pas pu faire de dessin. C'est trop humide. Trop humide. On n'a pas pu dessiner, malgré qu'on a su après qu'il y avait des stylos anti-humidité, mais on n'a pas pris avec nous cette fois. Donc on a fait beaucoup de photos et de vidéos, et notamment beaucoup d'œuvres photographiques qui ont été exposées dans le musée après. Les dessins sont venus après, mais toutes ces idées, on les enregistre, et après on les met en dessin par la suite. Donc ce que vous voyez ici sur l'écran, ce sont les post-dessins, parce qu'il y a une étape avant ça. C'est les petits croquis, et ensuite on les met au propre pour la fabrication. La série Antarctica là, qu'on découvre à l'écran, elle n'est pas sans faire penser quand même aux vêtements refuge un peu. Hein. Oui. Oui, non. Tout à fait. Vêtements, ce sont des dômes, des tentes. Oui. Ils ne sont pas transformés en vêtements, mais il y a une image qui est passée juste avant, l'image de. Ça s'appelle le connecteur. Et il y a des bivouacs qui sont attachés à des éléments modulables. On voit les modules linéaires et des bivouacs et des tentes s'accrochent à cet élément de charnière. Et chaque individu peut s'accrocher sur cette architecture communautaire. Donc il peut se détacher. Je pense que ça va passer tout à l'heure.
un espèce de réseau que vous voyez. Et chaque élément, c'est un bivouac ou une tente ou un sac de couchage d'un individu. Donc ça peut être évidemment une représentation de l'individu au sein de la communauté. Et c'était l'idée de notre village antarctique qui pouvait accueillir des communautés diverses. On a pris cette fois la forme des tentes, des dômes, parce qu'on voulait fonder un village en Antarctique, une communauté. Donc on est parti en Antarctique avec ces dessins. Ce que vous voyez en dessin, c'est fait réellement. Donc c'était des pré-études, voilà ce qu'on imaginait pourrait se passer en Antarctique. On a fabriqué des tentes et des dômes, et on les a amenés en Antarctique, et on a monté un village en l'occurrence éphémère. L'idée qu'on peut fonder une communauté, c'est une communauté fondée sur l'idée de la traité d'Antarctique, le traité de paix. Et alors, on a vu aussi là défiler des images concernant ce que vous appelez la grénothèque. Donc ça, c'est une chose relativement récente. Hein, oui, c'est récent. Alors, c'est un peu la suite quand même des expériences que vous avez menées en Amazonie par rapport à sauver les espèces en disparition, mais là, sur le plan floral, végétal. Oui. En Amazonie, effectivement, on voit, notamment sur celui-là, on voit beaucoup de dessins de fleurs. En fait, ces dessins de fleurs sont tirés des photographies, aussi des recherches on a fait dans les journaux scientifiques, des dessins des scientifiques sur les espèces botaniques. Pas seulement en Amazonie, parce qu'on a continué le projet en dehors de l'Amazonie. L'Amazonie, en fait, comme Antarctique, l'Amazonie, ce sont des métaphores pour les projets qui sont beaucoup plus larges que l'Amazonie ou l'Antarctique. Et Amazonie, bon, il y a des animaux, effectivement. Et on a démarré le grénothèque, je pense, assez récent après, 2009, 2012, 2011, c'est un projet en cours, parce qu'on était fascinés par, évidemment, la diversité des espèces, et on voulait rendre ça visible, tout simplement. C'était la diversité incroyable des minuscules petites graines, et même certains de celles-ci sont des pollens invisibles à l'œil humain. Mais c'est aussi, cette idée, il vient de l'Amazonie, parce qu'avec les œuvres qu'on a fabriquées, qui ont été exposées au musée d'histoire naturelle, dans les galeries d'art contemporain au musée, nous avons beaucoup travaillé, ou on a insisté beaucoup sur l'invisibilité, la visibilité de j'ai du mal à dire en français, extinction. Donc on a notamment fabriqué des os des dinosaures. On a moulé des échantillons, des fossiles du musée d'histoire naturelle. On les a moulés en porcelaine et on a dessiné sur ces fossiles en porcelaine des espèces, beaucoup d'espèces imaginaires, mais beaucoup réelles, des espèces qui sont en train de disparaître tous les jours sans qu'ils ont été même découverts. Même quand on était en Amazonie, les scientifiques, ils ont découvert une espèce. Tous les jours, on en découvre. Et tous les jours, ils en disparaissent aussi. Donc, c'est ces cycles de disparition. Ce qui est le plus visible, évidemment, c'est les dinosaures. Mais on sait aujourd'hui que l'extinction, la 6e extinction, on appelle ça, c'est l'extinction qui a été causée par les humains. Et c'est ça qui est le plus dévastateur. C'est cet impact que l'homme a sur l'environnement. Donc cette idée de l'invisible ressurgit, je dirais, dans les graines, parce que beaucoup de celles-ci passent complètement inaperçues. Comme nous, quand on était en Amazonie, les espèces que les scientifiques découvrent passent inaperçues, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'ils n'ont pas été découverts, et on ne les voit même pas parce qu'ils sont tellement petits, tellement minuscules. C'est les œils qui sont entraînés, c'est un peu ça aussi. Il faut s'entraîner de l'œil pour pouvoir voir ce qui est invisible. Alors, pour revenir au dessin lui-même, dans toute cette considérable aventure de création et de réflexion, surtout aussi sur le monde et sur l'état de la planète, j'ai un peu le sentiment que le dessin, finalement, il vient là opérer comme le moyen de communication peut-être plus aisé à l'égard du regardeur et du visiteur, parce que justement, il est dans cette proximité commune qui est le dessin et que nous partageons tous, car la qualité fondamentale du dessin, c'est d'être dans cette sorte d'intimité, de proximité. Et quand je vois, et je pense à toutes les
les œuvres, enfin toutes les œuvres que vous faites versant dessin, je me dis que c'est autant de moyens pour vous de porter cette parole que tu nous donnes là, et qui est tout à fait passionnante, mais peut-être plus difficile à... Enfin, pas plus difficile, mais moins aisée à matérialiser, si je puis dire. Alors que voilà, tous ces dessins, eux, sont des éléments de communication. Oui, ça peut mettre une poésie encore plus comment dire Visuel. Oui, parce que on peut rêver avec le dessin. Donc, effectivement, je pourrais fabriquer... Attends, tu dis on peut rêver avec les dessins, mais l'objectif, c'est pas de nous faire rêver, c'est de nous faire prendre conscience de la réalité. Tout à fait. Oui, mais rêver, on peut rêver à ces possibilités. Nous, on peut rêver, voilà, on peut encore fabriquer les choses. Certaines choses, on ne pourrait peut-être jamais fabriquer, mais on peut, voilà, on a donné les possibilités que ça existe. Et bon, on espère par la suite, ça peut être un déclencheur pour nous. Oui, personnellement, c'est une possibilité de rêve pour le public. J'espère que ça aide à prendre conscience. Je ne sais pas si ça passe, ça c'est le public de le dire, j'espère. Peut-être pour revenir sur le dessin de Granothèque. J'avais oublié que le dessin, peut-être ce n'est pas l'œuvre non plus, parce que l'œuvre, en fait, le dessin représente un mètre carré dans l'Amazonie. La raison pour laquelle il y a un petit numéro dans le coin du dessin, en bas à droite, c'est un numéro de parcelle. Donc chacun de ces graines, chacun de ces dessins amazoniques revient à l'idée d'une parcelle de terre qui est en danger. Et bon, si on achetait ces dessins, en quelque sorte, on achetait la parcelle de terre. Donc l'indication de son adresse GPS, si vous voulez, il est là, vous pouvez le visiter, ça vous appartient aussi. Je dirais la nécessité de le protéger, de penser à ce morceau de terre que vous avez acquis, de le sauvegarder. Donc le dessin sert, si vous voulez, aussi à ça, à travers voilà, ces multiples couches que... C'est bon? Oui, non, j'avais pas repéré exactement l'indication de GPS. Oui. Donc c'est intéressant. C'était un oubli de notre part. On a oublié de mettre le certificat. Il y a un certificat de propriété morale. Donc chaque dessin que vous achetez est accompagné aussi de tout le projet Amazon. De propriété morale. Oui. Donc c'est un engagement. Si vous achetez ces dessins, vous avez un engagement moral à transmettre l'objet à quelqu'un après votre mort, mais aussi tout le respect de la biodiversité, toute la nécessité de la préserver génération après génération. Donc, beaucoup de nos œuvres sont aussi tous ces aspects intégrés. C'est difficile à faire passer tous ces messages des fois. En fait, donc les dessins opèrent aussi comme des manifestes. Oui. Oui, je dirais que peut-être le prochain projet, tous nos dessins sera dans ce sens-là. C'est quelque chose de nouveau qu'on a mis en place avec Amazonie, mais peut-être tout devrait être comme ça. Oui. Bah, c'est un processus de recherche. Alors en fait, ce qui est intéressant dans votre mode de fonctionnement, puisque c'est de cela dont on parle, c'est que il y a cette façon donc de travailler avec différents secteurs, différentes disciplines, de travailler beaucoup avec les institutions aussi. Vous êtes tenu par exemple, c'est plus facile pour vous sans doute de travailler avec des institutions qu'avec des galeries privées, non? Je ne sais pas si c'est un problème, c'est peut-être pas un problème, mais on a refusé des galeries privées pendant de nombreuses années parce qu'on sentait que c'était une sorte de récupération. Donc c'était très difficile, ce lien avec le privé. Avec le privé. Mais on avait aussi énormément d'amis qui voulaient acheter des œuvres, qui voulaient l'acquérir. Et c'était aussi peut-être le but, c'est de le transmettre. Mais c'était une contradiction terrible qu'on n'arrivait pas à résoudre. Donc c'était petit à petit qu'on avait commencé à rencontrer des galeries qui avaient une grande sensibilité. Mais je dirais que ça, c'est comment c'est passé. C'est aussi... ce qui s'est passé dans le monde de l'art en général, c'était 2004 seulement qu'on a commencé à travailler avec les galeries. Mais c'est parce qu'on a senti qu'il y avait
plus grande écoute à ce genre de travail et les possibilités de l'exposer comme il fallait, de pouvoir transmettre ces messages. Donc c'était effectivement plus facile à faire ça avec des institutions et des musées. Ça correspond aussi à une époque où l'art contemporain est devenu de plus en plus dans une écoute de la société, en termes généraux. Et alors, je voudrais que tu nous parles, peut-être pour terminer, avant de demander au public s'il veut te poser des questions, je voudrais que tu nous parles quand même d'un lieu que j'avoue ne pas encore connaître, et je bats ma coulpe, qui s'appelle Les Moulins, qui se trouve à l'est, dans la région parisienne, à l'est. Et si j'ai bien compris ce que j'en ai lu, c'est un ensemble de bâtiments industriels, donc ça constitue tout un patrimoine très important que vous avez acquis pour finalement sauver cela et en même temps y développer toute une politique, on va dire au sens très large du terme, de recherche dans le même sens que vous menez votre travail. Alors parle-nous des moulins à Boissy. Voici le Châtel. Oui, bon, il y a, en fait, le moulin s'est étendu sur 8 km, donc ça comprend deux communes. Voici le Châtel, deux villages de communes. Mais pour revenir, oui, c'était, on collaborait avec beaucoup de monde et dans les années 90, la fin des années 90-2000, on collaborait avec beaucoup de jeunes. Et on recevait beaucoup de jeunes en masterclass, on faisait des workshops, donc c'était un grand travail de partage des problématiques, de partage de travail. Et notre œuvre est devenue de plus en plus importante, de plus en plus demandée, on fabriquait de plus en plus. Donc à l'évidence de l'artiste, il a besoin d'espace pour pouvoir créer et stocker des œuvres. Et comme on ne travaille pas avec des galeries, on a dû mettre en place un système autonome pour pouvoir gérer tout ça. Et on avait, Paris, comme vous savez, c'est très cher pour les artistes. C'est un peu difficile. Montreuil, c'était trop cher à l'époque aussi, et Évry-sur-Seine, tous ces endroits sur les banlieues, encore trop cher. Un peu plus loin. Donc on est allé plus loin, donc on est allé à l'Est, le paysage il est magnifique, on est très sensible à l'environnement. L'Est, c'est le Brie, c'est vallonné, c'est effectivement vallonné, il y a une magnifique rivière, et sur la rivière notamment il y a des industries, beaucoup à l'époque de blé. Et ensuite, on a trouvé un laiterie, c'est le lait, le Brie, le fromage, la première laiterie moderne, la première laiterie industrielle, ça a pasteurisé le lait, transporté à Paris. Donc, tout le lait, aujourd'hui, il n'y a plus de lait en Brie. Il y a quelques fromagers, 2 fromagers encore, dans notre village. Et grâce à la laiterie, on a pu démarrer un grand cycle de workshops et de masterclass. Mais aussi, c'était sauvegarder du bâtiment. C'est un bâtiment important industriel. On a ouvert la 2e année pour la journée de patrimoine. C'était la première fois que ce bâtiment a été ouvert. Et on a pu l'acquérir parce que personne d'autre voulait l'acquérir. Oui, personne d'autre. Et Rohel, c'est un grand passionné de bâtiments industriels, il dit on va sauver ces bâtiments. Donc c'était notre rêve aussi de le restaurer, mais de le restaurer à travers l'art contemporain, à travers toutes les activités culturelles qu'on pouvait organiser à l'intérieur. Très vite, cet espace est devenu trop petit, donc on a commencé à chercher d'autres espaces. Et le long de la rivière, derrière les arbres, il y a des magnifiques moulins qui datent du XIIe siècle. On a des plans du XIIe siècle, le moulin à blé. Ensuite, la région, dans le XVIIe siècle, est devenue la région du papier. Et c'était la première papeterie de Paris, notamment avec des usines, des moulins installés le long de la rivière, avec toutes les procédures de fabrication de papier. Nous avons acquis le moulin de Boissy, que c'était le moulin qui fabriquait la pâte à chiffon, et qui transportait par bateau un 2e moulin qui faisait le papier Rive d'Arche. Donc c'est la naissance de le papier Rive d'Arche, rag paper, papier chiffon, et la naissance de l'industrie papier en France. Donc tout ça, il a un patrimoine industriel, un patrimoine historique
incroyables. On a notamment travaillé avec les conseils généraux sur la revalorisation de ces patrimoines. Il y a un livre qui est sorti. Et c'était encore une fois, personne d'autre voulait acheter ces bâtiments. Et on est venu arriver à négocier avec les anciens propriétaires, à trouver un prix intéressant, abordable pour nous les artistes. Et on a trouvé les collaborations avec les municipalités et les galeries continues pour pouvoir acquérir le moulin de Sainte-Marie, que c'était là où on fabriquait le papier rive-blanche. Donc aujourd'hui, il y a 4 usines le long de la rivière. Et petit à petit, depuis 1999, on développe un projet de repaysager et le Valais, faire un parcours d'art contemporain dans le Valais, et que ces usines se renaissent grâce à l'art contemporain. Vous connaissez sûrement les expositions qui font les galeries continues 2 fois par an, les grandes inaugurations. Nous avons aussi nos entrepôts, nos ateliers, on invite les artistes en résidence. Donc il y a beaucoup d'autres activités qui se font derrière les portails de ces moulins. Et c'est quelque chose qu'on avait fondé en 1999. Et donc c'est un projet qui va au loin de nous. Aujourd'hui, notre projet, grand projet, c'est un parc de sculpture. Donc on fait le paysagement de toutes les champs et les espaces verts autour des moulins et les résidences d'artistes dans le futur. Ça, c'est. On n'a pas d'aide. À t'entendre parler, c'est à travers notre œuvre qu'on le fait. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais à t'entendre parler, finalement, on se dit que tu parles là d'un lieu qui est certainement très étendu, mais qui peut être une métaphore d'un microcosme de la planète entière. Et c'est intéressant parce que finalement, vous travaillez là aussi sur la mémoire d'un lieu, oui, alors que tout votre travail est aussi sur le futur. Donc vous êtes ça dans cette dialectique entre c'est la mémoire et un futur. Et transformation, parce que quelque chose et tout qui ce renaît. qui se passe en termes de métamorphose et de transformation. Et effectivement, on le laisse pour le futur, c'est quelque chose qui va au-de loin de nous. Si on va planter des arbres, on a planté des chênes, on a planté les œuvres de Ackroyd et Harvey qui sont venus en résidence l'année dernière, notamment les glandes de Boyce. Ça, c'est pas pour nous, c'est pour les 50 ans plus tard. Et tu viens de parler de Boyce, justement. Vous vous sentez proche d'un artiste comme Boyce? Oui, tout à fait, oui. J'espère qu'on ait la suite, mais c'est pas nous le dire, mais on aimerait beaucoup être considéré dans ce sens-là. Et Boyce avait aussi une très belle œuvre dessinée, on l'oublie trop facilement. Oui. Magnifique œuvre, comme la vôtre d'ailleurs, elle est tout aussi magnifique. Et effectivement, je crois que on conservera, enfin moi personnellement, je conserverai de cet entretien le souvenir de ce que ces dessins qui circulent par le biais de l'économie de l'art, et c'est une très bonne chose, sont autant une manière de s'engager soi-même. C'est-à-dire qu'on n'achète pas, on ne devient pas seulement un amateur d'art ou un collectionneur, mais on devient peut-être, ce qui est une formule un peu éculée, mais il ne faudra jamais qu'elle disparaisse de notre bouche, un citoyen du monde. Finalement, c'est cela. Artiste du monde, vous êtes. On pourrait le dire. Bon, ben merci. Des questions dans la salle? Oula. Oui, mais tu as soif. Des questions? Non? Pas de questions? Allez. Quelle était la spécificité des arbres que vous avez plantés? Je sais que je n'ai pas bien entendu. Nous avons envie de planter les arbres pour le futur, mais nous avons invité l'année dernière Dan et Heather, Ackroyd et Harvey, des artistes britanniques, aussi un duo. Et leur œuvre s'appelle Les glandes de Boyce, Boyce's Acorns. Et ils sont allés à Kassel récolter des glandes tombées par terre des arbres de Boyce. Ça fait 15 ans. Et les arbres sont poussés aujourd'hui. Oui, c'était en 82, je crois qu'il avait fait ça. Oui. Documenta de Kassel. Nous avons fait une exposition à la Maréchalerie de Versailles, parce que c'est notre partenaire pour les résidences d'artistes. Et 7 de ces 70 chaînes qui sont présentées à la Maréchalerie seront plantées, en fait on n'a pas planté encore, en ce novembre pour le COP 21. Ah oui, pour la COP. Pour marquer le COP 21. Donc c'est une œuvre qui sera plantée et poussée. Encore des artistes, je vous invite à explorer aussi, qui sont très proches de notre travail.
Oui, allez-y, madame. Tout d'abord, merci pour votre exposé. C'est vraiment très stimulant d'entendre ce type de démarche et très important, je trouve, d'éclairer comme ça la scène de l'art. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est dans toutes vos démarches, quelles ont été les relations avec les populations locales, que ce soit dans l'Île-de-France, dans votre région actuelle où se trouvent les moulins, et également dans d'autres cas, comment, puisqu'on parlait d'échanges et de la nature artistique de ces échanges, qu'est-ce qui s'est passé, comment se tissent ces échanges, et voilà. Oui, depuis les années 93, effectivement, on travaille en collaboration avec diverses communautés. C'est peut-être les travaux qui ne sont pas forcément visibles à travers les dessins ou les expositions, mais beaucoup de projets qui se font avec des communautés diverses. Donc si, par exemple, dans les années 90, on avait des demandes d'exposition dans les musées, c'était très important pour nous de demander les musées d'aller chercher des populations avec lesquelles ils n'ont pas forcément en relation et les amener travailler avec nous dans le musée et faire aussi une exploration créative ensemble et aussi découvrir l'art contemporain à travers cette visite, en quelque sorte, ce travail qui se faisait dans les musées avec eux. Donc ça, c'était un moyen de le faire. Beaucoup se faisait aussi dans les communautés qui ne pouvaient pas se déplacer. C'était très, très intéressant, très fort, notamment ce qu'il disait le directeur de l'Armée Salut, c'est que ces communautés ne peuvent pas forcément visiter les musées, donc il faut surtout aller auprès d'eux. Donc on a fait beaucoup de ça pendant des années et des années. Notamment autour du moulin, on a fait les journées de patrimoine, etc. Donc on a accueilli beaucoup de monde local. Et ce qui se passe, c'est des ateliers d'artistes, donc ils ne sont pas forcément ouverts au public, mais aujourd'hui les galeries continuent font un grand travail de médiation avec le public local. C'est formidable. On a vu notamment nos voisins qui ne sont jamais visités un musée, ne vont pas à Paris. Il n'y a pas de raison pour aller à Paris. Aujourd'hui, il nous a dit on a très peur d'aller visiter les galeries, on ne veut pas se sentir ignorant. Et aujourd'hui, ils y vont avec beaucoup de plaisir découvrir des choses. C'est ça qu'on avait espéré que ça se passe. Je voudrais juste préciser, peut-être que tout le monde ne connaît pas la Galerie Continua. La Galerie Continua, c'est une galerie italienne, créée à San Gimignano, près de Florence, il y a 25 ans, je crois, au moins, et qui a essaimé, d'une certaine manière, dans le monde, puisqu'ils ont une magnifique galerie à Pékin, et puis ils sont venus s'installer, donc non pas à Paris, mais dans le contexte des moulins de Lucie de Roré. Donc effectivement, c'est une façon de délocalisation qui est très très subtile et qui permet à une population qui ne va pas évidemment simplement comme ça visiter les galeries d'art contemporain, d'en trouver une, de finalement apprendre en quelque sorte, se cultiver par ce biais-là et ensuite se trouver à l'aise pour rencontrer l'art contemporain. Le projet 70 fois par 7, le repas par exemple, c'est un magnifique projet pour aller à la rencontre des nouveaux publics. Oui. Et c'est inouï. Et alors j'avais une deuxième question, quel est votre point de vue justement sur le potentiel ou le pouvoir de transformation de la société par l'art? Vous avez développé certaines réponses aux questions sur ce thème-là. Mais aujourd'hui, me semble-t-il, l'art peut être une réponse encore plus développée à l'heure actuelle par les artistes. Mais dans quelle mesure vous sentez que cette réponse se répand et a vraiment une grande influence, je vais dire, plutôt massive que élitiste ou juste sur une niche, j'allais dire, de thématiques? Oui, je ne sais pas si les artistes ce sont niches, les artistes qui font ce genre de travail. Il y en a énormément qui ne sont pas dans les galeries, qui ne sont pas dans les musées, qui font ça tous les jours de leur vie. Donc il y a quand même, pour ignorer le fait qu'on a les salons, on a les galeries, on a les musées, mais il y en a énormément, je peux vous dire, qui font ça de façon silencieuse et qu'on sait effectivement qu'il y a une grande transformation sur les communautés avec lesquelles on travaille. Donc il faut attention, on est dans un foire,
Oui, c'est un petit, ici c'est une toute petite partie de ce qui se passe dehors. Donc ça vous allez voir beaucoup qui ne se communiquent pas forcément parce que la médiatisation n'est pas faite, mais c'est vrai quand on circule, ne serait-ce que circuler en France, sur les territoires, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui participent de la même dialectique. Et on a vu, je pense que c'était dans les années 2000 aussi, le milieu des années 90, les années 2000, beaucoup de musées développaient le educational programs, soit la médiation avec le public. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé et c'est indispensable. Ce que tu disais du musée d'histoire naturelle de Londres, on le retrouve d'une certaine manière, mais peut-être pas exactement avec les mêmes intentions, mais enfin, c'est quand même déjà un premier pas, avec par exemple le musée de la chasse et de la nature ici à Paris, où le conservateur du musée de la chasse et de la nature fait un travail absolument remarquable. Bien aussi d'ailleurs le muséum d'histoire naturelle du Jardin des Plantes qui est impliqué notamment par exemple au long de la FIAC. Donc ça c'est des situations qui sont des signes, c'est pas encore évidemment dans des qualités d'engagement aussi développées que ceux dont nous a parlé Lucie, mais c'est des signes qui témoignent bien de cette façon dont effectivement l'art change en profondeur beaucoup de choses de la société. Oui, il faut attendre les changements rapides. Ce sont des changements. Oui. Et c'est pour ça que je dis voilà, le projet a au moins minimum 10 ans. Au moins. C'est dans le temps. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, allez-y. Vous avez voyagé, vous avez des projets un peu partout. Pourquoi s'établir en France de façon entre guillemets définitive à travers le projet des Luna? Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de par le réseau? Oui, en France, il est venu parce qu'il était accueilli avec une bourse du ministère des Affaires étrangères. Moi, je suis venue pour travailler dans la mode. Les études étaient finies, mais je suis venue pour travailler. Et la France nous a accueillis incroyablement, avec les bras ouverts. On a eu beaucoup d'aide et ça continue aujourd'hui, notamment des ateliers d'artistes de la ville de Paris, le ministère de la Culture. Et c'était grâce à ces aides. On n'avait pas d'argent au début, rien, on n'avait pas d'aide, on n'a pas nos parents qui nous aident, on a fait tout à partir des zéro. Donc cette aide était indispensable au début pour les ateliers, si vous ne savez pas, ce sont des loyers modérés. Donc ça nous permet de pouvoir créer, fabriquer les œuvres. Et quand cet atelier est devenu trop petit, c'est comme ça qu'on a commencé à chercher de l'aide. Et sans ça, je pense qu'on ne sera pas ici aujourd'hui. Et après que j'ai des enfants, je me suis installée définitivement grâce à ma famille. Et le Moulin aujourd'hui, c'est effectivement notre projet de vie. C'est d'ailleurs la meilleure formule qu'on puisse dire, c'est-à-dire que lorsqu'un projet de vie colle à un projet d'œuvre, car je crois qu'on ne peut pas décoller l'un de l'autre. Tout projet d'œuvre est un projet de vie, et un projet de vie va avec un projet d'œuvre. L'un ne peut pas se détacher de l'autre. Les plus grandes réalisations de l'histoire de l'art sont comme ça. Je pense que malgré que c'était difficile en France au début, effectivement, on se sentait un rejet de notre œuvre dans les années 90. Ça nous a donné plus de pêche pour aller en avant. Ouais. C'est peut-être pas un rejet, c'est une marginalisation. Oui, hein, oui. Hein Merci. Bien, écoutez, merci bien. Et ne manquez pas donc de retrouver Lucie Horta sur le stand de la galerie Valérie Bach à 7 à l'étage, mais avant peut-être d'aller faire un tour, si vous ne l'avez pas encore fait, dans Émergence 1 et Émergence 2 qui sont à droite et à gauche en sortant. Merci beaucoup. Merci.